Il y a une idée très reçue qui dit très souvent que Senghor a été le seul président à avoir inscrit dans l'ADN du Sénégal la politique culturelle et qu'il l'a supervisée, qu'il l'a aidée, qu'il l'a particulièrement nourrie. En tant que témoin du temps, est-ce que cette vision est une vision qui est plutôt juste et comment, de manière à la fois opérationnelle, pragmatique, sans attenter aux imaginaires, placer la culture au cœur du développement? Je voudrais aussi dire tout le plaisir de voir notre lauréat Mohamed Bougar, avec qui j'ai partagé devant ce texte qui vient d'être cité. Et je le remercie d'être venu parce que, après avoir été fait prix Goncourt, on ne le voyait pas arriver au Sénégal. Et on comprenait, on se demandait si c'est parce que ça avait été précédé par tout ce tollé que l'on connaît, ou c'est parce qu'il avait son calendrier. Évidemment, quand on lit son précédent roman, peut-être que ceux qui le critiquaient avaient été influencés par le précédent roman, mais sans avoir lu celui qui a été primé au concours en pensant que c'était la même chose. Je l'ai lu de bout en bout, je ne vois pas ce qu'on peut lui reprocher de ce point de vue. Et le féliciter encore, je l'ai fait déjà dans cette salle, à une autre occasion. Féliciter, la même occasion, Felwine aussi, qui a reçu des distinctions, comme Boubacar Boris Diop, mais également mon collègue et neveu Suleiman Bachir Diagne, Elgas aussi, dont j'ai lu les ouvrages. Ça fait plaisir pour notre génération de voir tous ces jeunes talentueux qui ont une écriture extrêmement puissante. Alors, heureusement qu'ils ne m'ont pas mêlé au débat sur le roman, parce que moi, je suis tombé là-dedans par hasard et j'ai cru devoir continuer. Alors, je n'ai aucune idée préconçue par rapport à mon écriture, ni l'idée que je suis un écrivain engagé. J'écris quand j'ai quelque chose à dire à travers un roman. Et c'est tout. Pas la prétention de changer le monde. J'écris ce que j'ai envie de dire, tout simplement. S'agissant maintenant de la question qui nous occupe ici, effectivement, on a parlé de Senghor. À propos de Senghor, je ferai effectivement la reconnaissance d'un aspect positif et peut-être une seule critique. La reconnaissance de l'aspect positif, c'est qu'effectivement, on peut considérer que il menait une sorte de mécénat d'État, une sorte de pédagogue à la tête de l'État qui apportait des subsides aux créateurs et à la culture et qui disait un peu comment il entendait que la culture doit se faire, etc. C'est un certain âge d'or de la culture politique culturelle officielle. Donc il a été le premier en Afrique de l'Ouest à créer un ministère de la Culture. Et nous connaissons tous ces établissements culturels, avant et après le Festival mondial des arts nègres, le musée dynamique. On me posait tout à l'heure une question sur Picasso en 1972, que j'ai fait visiter par 2 classes terminales de mes élèves du lycée Blaise Diagne, et le Picasso d'aujourd'hui que je n'ai pas encore vu, que j'irai voir demain. Et tout cela, évidemment, c'est à l'actif du président Senghor. Je l'ai combattu, comme chacun le sait ici, dans les rangs du RND, le Rassemblement National Démocratique Sénégalais, et je ne renie rien de ce que j'ai dit à l'époque, parce que je considérais que c'était des critiques objectives. Surtout, nous lui avons reproché cette disposition institutionnelle voulant obliger les Sénégalais à transcrire les langues nationales d'une certaine façon. Ça avait été une bataille épique. J'étais le rédacteur en chef du journal Sigui. Et dans cette salle, beaucoup d'anciens camarades qui étaient membres du comité de rédaction. Et on nous a dit qu'il ne faut pas l'écrire avec des géminés, pas 2G. Sigui, S-I-2-G-I. Et d'autres pensaient, du point de vue linguistique, que c'est tout à fait juste de l'écrire. Je me rappelle bien, lorsque nous avons décidé de changer pour ne pas être interdit, en passant de Sigui à Tahaou,
Pathé Diagne a écrit un article dans le dernier Siggi intitulé Siggi Faf, en le réécrivant avec les 2 G, pour dire au revoir. Si on peut lui faire un reproche, c'est peut-être ça. Ce n'était pas une bataille nécessaire d'interdire, parce que si c'était un simple débat, on aurait compris. Mais c'est une loi qui pouvait condamner quelqu'un à écrire d'une certaine manière. C'est quand même assez. Donc, je retiens ces 2. Je pense qu'il faut être objectif. Il a, du point de vue culturel, apporté véritablement quelque chose dans ce pays. Il y croyait. Il s'est engagé de manière totale. Par la suite, il y a eu les politiques d'ajustement qui ont quand même créé d'énormes problèmes. Moi, je suis devenu ministre de la Culture dans cette période d'ajustement et je ne vais pas vous raconter toutes les difficultés qu'on a à ce niveau parce que ce n'est pas la question principale, ce n'est pas celle qu'il m'a posée. Celle que vous avez posée, c'est quel rapport la culture avec le développement. Nous avons un premier problème qui est commun à tout ce qui a été dit sur la littérature, sur le roman, sur la position de l'intelligentsia, la position des intellectuels. À la fois, il faut qu'il soit une avant-garde, c'est-à-dire qu'il soit en avance sur le peuple, mais en même temps, quand est-ce qu'il marche au même pas que le peuple? C'est un problème. C'est la raison pour laquelle Cheikh Anta disait qu'il nous faut quand même arriver un jour à développer nos langues nationales et en faire en sorte qu'elles soient des langues d'administration, des langues d'enseignement, aussi des langues de développement, qu'on comprenne ce qu'on dit parce qu'on l'aime et qu'on s'y engage profondément. C'est un des aspects, entre autres. De la même manière, lorsque, pour revenir au roman, le rapport que Jean-Paul Sartre institue comme étant le seul possible pour qu'on puisse parler d'une œuvre littéraire, il faut l'écrivain et le lecteur, les 2, sont conjointement engagés pour qu'il y ait une œuvre. Si c'est le lecteur seulement, il n'est pas. Parce que pour lui, l'œuvre doit toucher le public. Il est l'expression de la société et c'est pour ça que l'écrivain est engagé. Il y a donc en matière de développement à la fois ce que les intellectuels font nécessairement comme avant-garde et la phase suivante où il faut qu'ils soient en rapport avec les populations, avec les masses pour qu'il y ait un point d'appui, un développement réel. Pour en venir à ma réponse la plus complète à votre question, j'évoquerai un concept qui est apparu après la création du concept de développement durable. On se rappelle que c'est en 1990, à l'occasion du sommet de la Terre, que ce concept a été forgé par tous les participants venant de tous les pays du monde pour dire que le développement doit se faire à la fois pour régler les problèmes du présent et pour prévoir aussi aux générations futures la possibilité de profiter des ressources et du legs des générations d'aujourd'hui, y inclut donc les générations futures. Deuxième considération de ce concept de développement durable, le concept d'environnement, c'était la nouveauté véritablement. Toute politique de développement doit tenir compte de l'environnement, des questions sociales et de l'économique. Donc, un triptyque. C'est un concept dont les concepteurs ont dit qu'il faut le considérer comme un nouveau paradigme. Un nouveau paradigme, ça veut dire que toute politique, qu'elle soit nationale, internationale ou locale, doit tenir compte de ces 3 aspects pour que nous ayons des chances d'avoir un développement durable. L'environnement, les questions sociales. Alors, des acteurs qui sont à la fois des économistes, des philosophes, des politiques, des sociologues, des anthropologues, ont trouvé que ces 3 piliers n'étaient pas suffisants pour avoir un développement durable. Qu'il faut y ajouter un 4e pilier, que la culture doit être le 4e pilier du développement durable. Et cette culture, ce n'est pas du folklore au sens négatif. Au sens négatif, je dis, parce que le folklore positif, c'est celui que vivent nos populations.
C'est celui avec lequel les populations, même en période de domination, ont réussi à résister à la domination. C'est un aspect tout à fait positif. Le folklore au sens de superfétatoire me semble de faire tout à fait secondaire et non essentiel. Que la culture n'est pas un simple saupoudrage, que la culture ne peut pas être seulement l'affaire des intellectuels, que la culture ne doit pas se limiter aux espaces urbains, que la culture ne peut pas être simplement ce qu'un État décide du point de vue officiel comme étant la culture. Il faut partir de tout l'héritage des populations. Et c'est ici que la notion de créativité intervient comme une notion fondamentale. De nombreux auteurs qui ont expliqué l'origine de l'humanité, son passé et le présent, sont tous d'accord pour dire que c'est la création et la créativité qui ont permis à la civilisation de voir le jour et de se développer. La création et la créativité. J'aime bien rappeler ce petit livre de cette historienne Catherine Kokhary-Vidrovitch, l'ouvrage tout petit mais extrêmement dense sur l'Afrique d'aujourd'hui, où elle rappelle les thèses de Cheikh Anta Diop sur l'antériorité des civilisations africaines, sur l'Afrique comme berceau de l'humanité, sur les rapports entre l'Égypte ancienne et l'Afrique. Mais surtout, elle insiste sur le fait que les populations africaines ont toujours été créatives. Toujours créatives, qu'elles aient été dirigées par leurs propres rois et empereurs ou sous la domination coloniale, elles ont toujours été créatives. Et c'est ce qui explique d'ailleurs qu'aujourd'hui encore, malgré les politiques d'ajustement et les distorsions et les inégalités, les populations arrivent par leur créativité à vivre sans dépendre des États et des politiques publiques. Cette créativité est extraordinaire. Exemple de rapport entre cette créativité et la culture d'ailleurs, lorsque j'étais enfant, ici à Dakar, ou élève, il y avait un monsieur qui passait tous les deux jours chez nous et qu'on appelait un Baye Diagal. Il nous demandait si nous avions des sacs usagés, des bouteilles qu'on lançait, des morceaux de fer, etc. Ils ramassaient tout cela et ils en faisaient des lits, des fers à repasser, des marmites, des couvercles, etc. J'ai vu dans les années 90 l'art contemporain à travers la Biennale, ce phénomène puissant qu'on appelait la récupération et qui est devenu véritablement un vecteur extraordinaire de créativité pour les artistes. Si je donne cet exemple, c'est pour dire que les populations, même dans les conditions les plus difficiles, savent faire preuve de créativité, c'est-à-dire trouvent dans leur environnement les moyens. La notion de bricolage, que l'on prend souvent simplement dans le sens où un homme aisé, qui n'a plus rien à faire et qui dispose de tout son loisir, permet de faire quelque chose à la maison, est très différent de ce que Lévi-Strauss a dit, par exemple, dans la pensée sauvage. Le bricolage est quelque chose de sérieux. Ce n'est pas une chose que peut se permettre le tout venant. Bricoler, c'est faire avec ce qui est disponible et être capable de faire avancer justement sa cause, sa société. Faire avec ce qui est disponible, cette créativité. Alors cette créativité, elle est dans les terroirs, elle est dans les villages, elle est dans les familles, elle est dans le peuple. C'est pour cela que dans mon texte, j'ai dit, on ne peut pas récuser les politiques culturelles officielles qui évidemment s'appuient sur des institutions, sur des règles, sur des financements. Ils ont un rôle à jouer. Deuxième génération, il a fallu passer la main à des entreprises culturelles qui ne soient plus dépendants de l'État. Et nous sommes encore dans cette phase qui n'est pas tout à fait achevée. Mais nous n'aurons pas véritablement réussi à faire une jonction entre les politiques de développement et la culture tant que ce n'est pas à partir de la base que ça va se faire. Je terminerai par un exemple qu'il m'est arrivé de citer une ou deux fois.
C'est à l'époque où il était effectivement ministre de la Culture, il y avait floraison de journées culturelles à travers le pays. C'était 72 culturelles, etc. Et je suis allé dans un village où j'ai trouvé deux choses absolument touchantes. C'est un présidium avec une nappe comme celle-là, mais celle-là a permis de voir que beaucoup de chemin a été fait. Cette nappe et tout ce qui se trouvait sur la table avait été acheté au marché Sandaga. C'était le pot de fleurs en laiton venait de Taïwan. Les fleurs artificielles aussi venaient probablement de Chine. Et la nappe aussi était en plastique. Je ne sais pas d'où est-ce qu'elle venait. Alors qu'on se trouvait en plein village dans le département de Podor, avec véritablement un environnement culturel extraordinaire. Alors je leur ai dit qu'à la prochaine édition, il faut que tout cela disparaisse parce qu'on a localement les moyens d'orner ce présidium avec la créativité, et c'est ce qui s'est fait. On a trouvé quelque chose d'extraordinaire. Et ils le savaient parce qu'ils le faisaient ailleurs. Mais là, ils le faisaient parce que c'est des officiels qui venaient. Ils pensaient nous faire plaisir avec des pots en laiton, avec des nappes en plastique. Il y a donc un problème fondamental, c'est celui des terroirs. Leur donner confiance en eux-mêmes, savoir qu'il y a en eux-mêmes un potentiel, mais les aider, leur apporter véritablement. Vraiment cette fois-ci, dernière chose, les politiques culturelles, les politiques de manière ont procédé à ce qu'on appelle les transferts de compétences de l'État central aux collectivités territoriales. Alors si vous lisez la nomenclature des transferts et vous voyez la part qui est accordée à la culture, pas seulement à l'époque d'aujourd'hui, pas seulement El Hadj Kassé qui est responsable, mais à l'époque où j'étais ministre de la Culture aussi, c'est vraiment la portion congrue dans le budget. On ne peut rien faire avec ça pour développer la culture à la base. Alors quand on transfère et qu'on sait que la culture doit être le moteur, il faut véritablement une volonté politique d'investir puissamment dans le développement de l'artisanat, dans le développement des capacités locales, etc. C'est à partir de là que, véritablement, on aura une jonction régionale et nationale. Est-ce que la littérature peut parfois garder son innocence face à la tragédie absolue du monde? Est-ce qu'on peut écrire en étant parfois parfaitement détaché des problématiques qui sont angoissantes? Et quel est le prix d'une telle candeur? Oui. Je crois que le drame de la création et de la création artistique, de la création culturelle, c'est qu'elle est toujours, au moins provisoirement, un écart avec la marche du monde, avec l'urgence du monde. C'est son drame parce que c'est en même temps sa condition de possibilité. C'est qu'il n'y a jamais de production culturelle immédiate, concomitante, en prise quasiment simultanée avec la marche du monde. Ce n'est pas possible. Le seul temps qu'on prend pour réfléchir à une production culturelle est dramatique parce qu'il s'écarte du monde tel qu'il va et du monde tel qu'il met en scène et porte ces tragédies. Et je crois que devant cela, un artiste a toujours une sorte de double conscience. Non pas au sens où W. Dubois qualifiait le problème de la double conscience, mais plutôt là, une double conscience qui consisterait à toujours tenir fermement les deux pans de son action ou de sa conscience culturelle, qui serait de dire « je suis un homme de culture et la culture est un geste social ». Mais ces deux pans-là ne cohabitent pas toujours. Et c'est toujours l'effort, et c'est le drame, et c'est souvent le reproche que l'on fait aux hommes de culture. On peut le leur faire. Que faites-vous? Ce que vous faites ne nous intéresse pas parce que ça ne rentre pas en prise directe avec les préoccupations du peuple.
Et quand on dit prise directe, ce n'est pas que ça n'a pas de rapport, ça n'a pas de rapport immédiatement. Mais la culture est une médiation, parce que c'est un espace de production, parce que et donc un temps. C'est un espace et donc un temps. C'est tout à fait lié. Et ce temps-là peut être parfois long, peut être parfois décalé. Et c'est une question qui remonte, qui entre tous les espaces, non seulement de production culturelle, mais de production intellectuelle de façon plus globale. Cette fameuse image que notre ami maître Souleymane Bachir Diagne rappelle toujours, de la chouette de Minerve qui s'envole à la tombée, au point de la nuit, c'est-à-dire quand la nuit tombe, quand la fureur du jour retombe finalement, que la chouette de Minerve, donc symbole de la science, de la réflexion, commence à s'agiter, est tout à fait édifiante. Mais il faut pouvoir tenir les deux pans, toujours, et ne pas céder à une sorte de critique que je trouve toujours très facile, de dire un artiste n'est pas dans le monde, donc il est coupable. Il peut être dans le monde, mais en y revenant toujours. Ce qui me mène à vraiment une réflexion que je n'ai pas eu la vaillance de continuer sur CNE+, mais qui consistait vraiment à nous interroger sur le rapport que nous-mêmes avons dans la société sénégalaise à la culture, au sens que nous donnons à ce mot. C'est un mot très difficile à définir, on peut le définir de 1000 manières selon la perspective que l'on prend, bien évidemment. Mais une chose revient, c'est un mot qui fait peur. Vous dites culture, aujourd'hui, c'est tout de suite, voilà, c'est un gros mot, quoi. C'est comme si vous désignez une chose absolument intolérable. C'est-à-dire, ça ne fait pas manger, ça ne résout pas la crise du chômage, cela ne donne pas de l'eau, ça ne résout pas le conflit casamançais. Pourquoi en parler? Et je crois que c'est installé progressivement une sorte, mais vraiment de réduction réduction du sens de ce mot, de réduction de son essence, de sa signification véritable, qui donne l'impression, pour moi c'est le cœur de la déliaison dont je parlais, entre une culture qui serait une culture d'élite et une culture qui serait une culture populaire. Je crois que la déliaison, jusqu'à présent je la pensais verticalement, en disant il y a les élites et il y a le populaire, mais il me semble que ce n'est même pas dans ce sens-là. Cela devient maintenant purement horizontal. C'est que la culture semble maintenant être exclue de l'espace démocratique. C'est-à-dire, horizontalement, on a l'impression que la culture ne peut plus participer au débat démocratique parce qu'elle n'a rien à dire sur la démocratie, sur la politique, sur la société comme geste social. Et tout ce que les artistes doivent aujourd'hui tenter de faire aussi, c'est vraiment maintenir l'exigence esthétique et l'exigence sociale, les deux étant toujours liés.